Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous à la une de ce journal. L'annonce du paiement des primes de recherche est loin de calmer les ardeurs des enseignants syndicalistes. Ils continuent de dénoncer les mauvaises conditions de travail ainsi que le manque de considération à leur égard. Ces enseignants du supérieur entendent de maintenir leur mot d'ordre de grève. Et puis hors de nos frontières, face à la progression inquiétante des groupes rebelles et la multiplication des attaques des groupes rebelles en République centrafricaine, le président de la République décrète l'état d'urgence de 15 jours. À Bangui, la situation demeure tendue et l'ONU appelle un renforcement des casques bleus déjà présents dans le pays pour déloger ces groupes rebelles qui occupent près de 2/3 du territoire. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. Dans la région de l'Ouest Cameroun, une dizaine de sacs de près de 500 kg de cannabis saisis dans une concession à Batiam, dans les Bamboutos, région de l'Ouest Cameroun. Les trafiquants, 2 femmes, les avaient dissimulés dans leur grenier pour tromper la vigilance. Le pot de rose a été découvert après le décès de leur mari, présenté comme étant le cerveau de la bande. Le reportage de Raphaël Seko et de Kediara. De présumés trafiquants de drogue aux arrêts à Batiam, dans le département des Bamboutos. Il s'agit de 2 femmes, interpellées par le commandant de compagnie de Bouddha, en possession de fortes quantités de chanvre indien. Madame, vous ne parlez pas. Qu'est-ce qui est devant vous là? Le chanvre indien, ça sort où? Vous ne savez pas. On a pris ça où? Vous ne savez pas. Mais nous sommes dans la concession de qui ici? Elle est qui pour vous? Celle-ci. C'est votre coépouse. Même si elles ne le reconnaissent pas dans cet échange, c'est bel et bien dans les greniers de leur cuisine que la prise a été faite sous renseignement. Nous sommes venus dans ces concessions et on s'est rendu compte que c'était carrément un camp où les gens gardaient le chanvre indien. C'est un peu plus de 500 kg de cannabis sec que les forces de maintien de l'ordre vont récupérer dans leur concession. Le réseau était savamment entretenu par leur défunt époux qui a rendu l'âme ce 15 janvier. Nous avons fait une pétition rapide et nous avons saisi 9 sacs. 9 sacs de chanvre. Nous allons continuer les enquêtes pour qu'on puisse démanteler tout le réseau qui est impliqué dans ce trafic. Et bien sûr, les responsables seront déférés, présentés au parquet. La région de l'Ouest est passée maître dans la culture de ce type de stupéfiants que d'aucuns assimilent à de l'artémisia pour se dédouaner. Il ne se passe désormais plus un mois sans que les trafiquants n'y soient interpellés en possession de fortes quantités de drogue. Et sur place à Douala, de nombreux commerçants du marché de Bonamoussadi sont aux abois après un violent incendie qui a réduit en cendres une dizaine de boutiques. Les flammes se sont déclarées hier jeudi. L'origine reste toujours inconnue. Le feu donc qui a réduit en cendres les efforts de ces commerçants au lendemain de l'incendie. Ils restent abattus et quelques-uns des victimes s'expriment au micro d'Equinox Télévision. Si le compteur est éteint, j'ai éteint le compteur 17 h. J'ai bien éteint le compteur. Chaque soir, je dois éteindre le compteur avant de rentrer. J'ai fait ça hier. Je ferme la porte, je pars. J'arrive à la maison à 17 h, 18 h. Je me lave, je mange, le temps d'aller au lit. J'étais couché au lit, mais le sommeil ne m'avait pas encore pris. J'entends mon téléphone sonne. On me dit que le marché est en train de se brûler et c'est dans ma boutique. Bon, que le voisin est à terre, c'est ici. Que je viens avec la clé vite, on peut sauver ce qu'on peut sauver. Parce que si j'arrive vite, on peut sauver les choses. Bon.
Comme je suis très loin du marché de Bonamoussadi, le temps de chercher la moto à 20h pour arriver ici, je suis venu trouver comme ça. Donc, je ne sais pas là où le feu vient. Je ne peux pas connaître. Qu'est-ce que vous avez fait? Toute la boutique est à terre. C'est une mercerie. Une grande mercerie. Oui, tout est à terre. Je n'ai rien retrouvé. Et dans l'enseignement supérieur, les tensions demeurent vives malgré les multiples annonces du ministre de tutelle indiquant la mobilisation des fonds pour le paiement de la prime spéciale de la recherche universitaire. Les enseignants et syndicalistes du supérieur maintiennent le mot d'ordre de grève, dénonçant des manœuvres dilatoires. Le reportage de Cédric Ding et de Théophile Tchonke. Le bureau exécutif national rappelle que le mot d'ordre de grève est bel et bien maintenu. Le message est on ne peut plus clair. Pour le syndicat national des enseignants du supérieur, pas question de lâcher l'affaire. Le mot d'ordre de grève lancé le 15 janvier dernier et prévu du 25 au 30 janvier prochain est maintenu. Ces derniers réclament entre autres au ministre de l'enseignement supérieur le paiement sans délai de la 4e tranche de prime de recherche pour l'année 2020. Et les paiements des différentes prestations des enseignants d'université. Le principal objectif, c'est que les enseignants qui sont bénéficiaires de la prime de la modernisation de la recherche, dont les assistants, les chargés de cours, les maîtres de conférences et les professeurs titulaires, soient tous désintéressés. Et qu'au niveau des institutions universitaires, et là les enseignants réclament les prestations qui portent sur l'encadrement des étudiants en cycle de master et les jurys d'examen et les jurys de thèse. Des réclamations auxquelles le ministre de l'Enseignement supérieur répondra par l'annonce du paiement par biétage ce 22 janvier de ces différentes primes. Une manœuvre d'esquive selon le SINES. Le mot d'ordre de grève a été lancé pour non-paiement de la 4e tranche de la prime de modernisation de la recherche. La note du ministre qui a été signée le 19 stipule que les enseignants qui touchent par biétage seront payés à partir du 22 janvier et que ceux qui touchent par virement, ce sera à partir du 28 janvier. Or, la majorité des enseignants touchent essentiellement par virement, donc on ne comprend pas pourquoi ce virement sera effectif à partir du 28. Donc ce n'est qu'une promesse et pour nous, ce n'est que du dilatoire. Pourtant, des propositions avaient été faites par le SINES pour sortir de l'impasse. On doit être payé tous les derniers vendredis de chaque trimestre au plus tard 14h30. Et c'est au regard de notre engagement et de cette volonté de maintenir le dialogue social que le SINES avait proposé que ce soit échelonné pour qu'on donne 2 semaines au ministère pour pouvoir organiser toute la paperasse administrative. Mais nous sommes toujours surpris au niveau du bureau exécutif national et dans l'ensemble des coordinations de constater que chaque fois, il faut faire appel à la grève pour espérer être payé. Donc nous ne sommes que dans une promesse et non dans un paiement effectif. Quoi qu'il en soit, le syndicat compte bien lancer sa grève qui prévoit la cessation de toute activité au sein des campus afin que leurs revendications soient entendues. Autre fait d'actualité au cœur de ce journal, l'éternelle question de l'assainissement du secteur des motos-taxis au Cameroun est au cœur des préoccupations des magistrats municipaux à Yaoundé. Un atelier sur l'identification numérique des conducteurs des engins à 2 roues se tient depuis quelques jours. Objectif, mettre sur pied un fichier numérique national afin de mieux organiser la profession. Et quelles sont donc les chances de réussite d'une telle opération après les multiples échecs du gouvernement à réguler ce secteur transformé en une véritable jungle? Le reportage de Rodrigue Ngassi à Cyril. Près de 350 000 motos dans la seule ville de Douala. Un peu moins dans chacune des autres villes du Cameroun. Ce sont des chiffres non officiels, mais qui traduisent combien le phénomène de moto-taxi s'est imposé dans le quotidien des Camerounais. La politique gouvernementale en matière de transport en commun étant très peu visible, les populations ont jeté leur dévolu sur la moto comme moyen de transport. Cependant, le secteur des mototaxis reste mal organisé, en témoignent les campagnes d'identification qui se sont toujours soldées par des échecs.
Le secteur des motos au Cameroun est devenu source d'insécurité, d'incivisme et de désordre urbain. Et que malheureusement les autorités ont initié des campagnes d'identification dans ce secteur, ces campagnes qui ont régulièrement connu des échecs. Demander aux conducteurs de moto de venir, de se déplacer de leur lieu de travail, de venir dans les mairies et de se faire enregistrer dans les cahiers de la mairie. Donc les conducteurs trouvaient cela difficile d'abandonner leurs activités. Un nouveau mode d'identification des mototaximens est en débat à Yaoundé. Il s'appuie sur le digital et est proposé aux exécutifs communaux appelés à gérer au quotidien le phénomène de mototaxi dans leur localité. La solution que nous apportons aujourd'hui, c'est celle digitale qui permet d'aller sur le terrain, enregistrer par un téléphone portable le conducteur et générer directement son badge à travers cet enregistrement par téléphone. Cette solution digitale qui désormais va constituer un fichier numérique local et national des conducteurs de moto-taxi. 66 maires de communes sur 360 et 14 maires de villes, anciennement appelés délégués du gouvernement, sont pilotes du projet. Mais ces derniers affirment que l'on ne saurait se contenter des déplacements qui se font par voie de moto-taxi. Le Cameroun a besoin d'une politique de transport en bonne et due forme qui englobe la construction des routes. Il faut que le Cameroun pense à sortir de la dépendance des mototaximans. Il y a les femmes enceintes, il y a les personnes âgées qui ne peuvent pas s'accommoder du mototaxi. Donc il faut absolument trouver une solution pour cela, faire en sorte que dans nos villes, il y ait d'autres solutions alternatives qui sont simples. Il faut qu'il y ait des bus, il faut qu'il y ait des routes pour permettre au secteur de transport urbain de renaître de ses cendres. En attendant que le pays se dote d'un véritable plan de développement du transport urbain, le projet d'identification présenté aux magistrats municipaux vise la constitution du fichier numérique local et national des conducteurs de mototaxi. Et sur le théâtre de la crise anglophone, encore des combattants séparatistes qui décident de déposer les armes. Après avoir sémé la terreur au village Ngoussi à Tombel, dans la région du sud-ouest, ces jeunes, une dizaine environ, ont choisi d'emprunter le chemin de la raison. Une nouvelle page de leur vie, occasion pour les forces de défense et de sécurité de lancer un appel à la capitulation à l'endroit des autres jeunes encore dans les rangs de ces groupes armés. Le reportage Julien Berthe-Bissaï. C'est une nouvelle ère qui s'ouvre pour une dizaine d'ex-combattants séparatistes dans le sud-ouest. Enrôlés dans des bandes armées depuis 4 ans et semant la terreur au village Ngoussi dans l'arrondissement de Tombel, ces ex-combattants ont décidé de se rendre devant les autorités administratives, traditionnelles et sécuritaires. Une action saluée par le sous-préfet de la localité. Il y a cela quelques jours, des enfants de ces villages, pratiquement 10, et vous avez même vu maintenant tout à l'heure, il y a 5 qui se sont joints à eux, qui ont décidé d'aller au centre DDR de Bouya. Parce qu'ils ont compris que faire la guerre contre l'État, ça ne peut pas donner. Et vous avez constaté que beaucoup de jeunes sont sortis pour nous accueillir, pour montrer qu'ils sont libres. La capitulation de ces jeunes donne ainsi l'occasion au commandant de brigade Etouge Lordson, commandant du 23e bataillon d'infanterie motorisée, de lancer un appel en direction des autres jeunes encore dans les rangs des séparatistes. I want to tell the youths of Ngoussi that this is a glorious opportunity. Je voudrais dire aux jeunes de Ngoussi que c'est une opportunité en or que leur offre le gouvernement. And that all you need to do is to do like your other brothers. Nous vous demandons de suivre l'exemple de vos frères qui ont reconnu leur tort. À ceux qui sont encore cachés dans les brousses, nous les invitons à sortir de ces lieux et à reprendre leur vie en main, comme ce fut le cas avant 2016. For them to leave the bushes and come back in their respective homes and carry out the activities we used to do before 2016.
Le village Ngoussi, réputé comme l'un des fiefs des séparatistes, est désormais quadrillé par les forces de défense et de sécurité qui veillent au grain. Maintenant que nous sommes là où nous sommes ici à Ngoussi, sachez que notre mission principale est de protéger la population et les biens. Et à aucun moment qu'il doit avoir le conflit, un malentendu entre nous et la population. Il ne doit pas avoir la rupture entre nous et la population. S'achemine-t-on vers la calmie dans cette ère culturelle en proie depuis 4 ans à la violence des bandes armées? Là est toute la question. Lilian Thuram, le célèbre footballeur international français, ainsi que la cinéaste Oswald Lewat ont rendu visite ce jour au président directeur général du groupe Equinox. Par un des ateliers d'initiation des jeunes au cinéma et l'engagement sur le genre, Lilian Thuram a été édifié sur l'engagement professionnel d'Equinox à donner la bonne information crédible au peuple camerounais. Les échanges ont porté également sur les ouvrages du célèbre footballeur et le message axé sur la lutte contre le racisme et l'inégalité entre les hommes et les femmes. Quant à la cinéaste Oswald Lewat, elle a tenu à remercier le PDG pour la couverture médiatique exceptionnelle des événements qu'elle organise à Douala et Yaoundé. Écoutons à présent Lilian Thuram au micro d'Equinox Télévision. Écoutez, non, je pense que déjà lorsque j'étais joueur de foot, je m'intéressais à ces sujets. Depuis 2008, j'ai créé une fondation qui s'appelle Éducation contre le racisme. Et donc l'idée, c'est qu'on puisse réfléchir ensemble aux hiérarchies qui existent dans nos sociétés, que ce soit de couleur de peau, que ce soit du genre ou de sexualité. Je suis ici parce que je suis le parrain des ateliers Mouinda et je pense que c'est intéressant que la société camerounaise, à travers sa jeunesse, s'intéresse sur l'égalité homme-femme. Pourquoi ça m'intéresse ? Écoutez, je pense que ça devrait intéresser tout un chacun, parce que la plus vieille hiérarchie qui existe dans nos sociétés, c'est la domination des hommes sur les femmes. Et peut-être qu'il est temps de réfléchir ensemble à comment changer les choses. Mais le message est très simple, nous devons construire l'égalité, nous devons changer les relations hommes-femmes. Vous savez, j'ai eu la chance de rencontrer des jeunes étudiants et c'est très intéressant de voir qu'il y a des garçons de 20 ans qui pensent encore que c'est tout à fait normal que l'homme prenne des décisions dans la famille, même si la femme n'est pas d'accord. Donc vous voyez que je pense qu'il y a un travail à faire pour dire que je pense que nous devons être intelligents et c'est pas parce qu'on est un homme que obligatoirement on a raison. Quelle appréciation faites-vous de l'accueil que vous avez reçu au Cameroun ? Écoutez, j'ai été rempli d'amour, j'ai reçu énormément de sourires et d'ailleurs j'ai été fait le fils du Cameroun, donc je suis aujourd'hui camerounais et donc je suis très très fier de tout cela. Dans le reste de l'actualité, le déficit d'infrastructures plombe le développement de plusieurs localités dans le département du Mungo, région du littoral. L'absence des formations hospitalières rend difficile la prise en charge des maladies graves et pour accéder aux soins, les populations sont contraintes de parcourir des dizaines de kilomètres pour se faire soigner. Illustration à Bonalia dans ce reportage de Claude Ekoa, Donald Brice Kamgan. Kounang, l'un des principaux villages de l'arrondissement de Bonaléa dans le département du Mungo, dans le littoral. Quand on accouche, on marche 7 km ou la nuit. Si l'enfant est malade, on marche à pied 7 km pour arriver à Mangaba pour accoucher. C'était grave tellement. Par rapport à des blessures tellement très graves, morsures, des serpents, morsures auxquelles nos frères mouraient peut-être en route, on les portait sur les bâtons. Donc, sur les grumes. En moyenne, une dizaine de kilomètres pour trouver une formation sanitaire en cas d'accident, maladie ou accouchement. Les populations en ont eu pour le compte d'après leur propre récit. L'entrée en scène d'un centre de santé nourrit donc tous les espoirs dans la localité. Désormais, nous n'aurons plus à parcourir 14 km ou 7 km pour courir à gauche et à droite pour sortir de ce magma. Donc, il suffit que Sa Majesté me dise tout simplement au ciel d'à côté que l'ami
est-ce que je peux avoir ceci parce que je ne vais pas traiter mal? La prochaine étape sera l'équipement de cet hôpital après l'acte de création à prendre par le ministère de la Santé publique, équipement et entretien par ailleurs très attendu par les populations. Nous nous posons la question de savoir qui, entre l'État et les collectivités territoriales décentralisées, assurera le fonctionnement de ce centre de santé en termes de recrutement personnel, en termes de paiement de salaire, des factures d'électricité, des approvisionnements en équipements, en médicaments et en outils de travail. À ce sujet, le maire a apporté des clarifications utiles. En attendant les textes d'application du Code des collectivités territoriales décentralisées, l'État continue d'investir dans le fonctionnement des centres de santé, bien que les maires en soient les présidents des comités de gestion. En attendant les décrets d'application du dit Code, il nous a été rappelé de nous conformer aux dispositions ex-ante. C'est la raison pour laquelle nous avons saisi déjà le MinSanté pour que très rapidement ce centre soit créé sur le point administratif. Et à la suite, la commune se chargera de son équipement à travers également soit la maturation des projets, soit les fonds propres. L'infrastructure de 14 pièces avec salle d'hospitalisation, laboratoire, bloc maternité entre autres, a été construite grâce au budget d'investissement public de l'exercice 2020, montant de l'investissement 50 millions de francs CFA. Des difficultés infrastructurelles que devront également résoudre les conseillers régionaux officiellement entrés en fonction ce jour à Bafoussam. Dans la région de l'Ouest, le président Jules Hilaire Foka et ses collaborateurs ont officiellement été installés. Ils ont reçu pour principale mission d'élaborer et d'accélérer la mise en œuvre des plans de développement de leur collectivité territoriale décentralisée afin d'impulser le développement à la base. Le Claire Sakem reportage. C'est acté. L'équipe pionnière du Conseil régional de l'Ouest Cameroun est depuis ce 22 janvier officiellement installée. Dr Jules Hilaire Foka et l'ensemble de ses collaborateurs élus lors de la session de plein droit du 22 décembre dernier ont officiellement pris fonction au cours d'une cérémonie présidée à la place des fêtes de Bafoussam par le gouverneur Awafonka Augustine. Je vous engage à mettre vos différentes expertises à contribution, chacun dans les attributions administratives stratégiques qui vous sont dévolues sous la coordination du président pour réussir à la noble mission que le peuple vous a confiée. Les 87 conseillers que vous êtes aujourd'hui et qui représentent la région de l'Ouest seront complétés à 90, tel que prévu par la loi, par les 3 délégués du commandement traditionnel de la Minois. Sachez faire preuve d'innovation, d'inventivité, d'originalité, mais aussi de patriotisme, d'abnégation et de disponibilité. Ayez toujours présent à l'esprit que si le président du conseil est le capitaine du bateau, les membres de l'équipage que vous êtes doivent jouer chacun pleinement son rôle afin que le bateau navigue toujours vers une bonne destination. Leur installation marque le parachèvement d'un pan de la décentralisation dont l'effectivité reste une quête au Cameroun. L'ensemble de l'équipe devra s'atteler dans la mission qui leur incombe d'élaborer et d'exécuter les plans de développement dans la région sur divers plans infrastructurels, économiques, sanitaires entre autres. Le premier défi déjà c'est de pouvoir réunir tous les fils et filles de la région de l'Ouest ou ceux qui aiment la région de l'Ouest à s'asseoir autour d'une table pour élaborer une stratégie de développement de la région de l'Ouest. Voilà le premier défi. Il faudrait qu'on s'asseye tous. Ensemble, nous allons trouver la solution miracle pour développer la région de l'Ouest. Il ne faudrait pas qu'on se trompe, il faut qu'on se regarde et qu'on se dise la vérité. La première des choses, c'est qu'on s'asseye et qu'on réfléchisse ensemble. Personne n'a la solution miracle. C'est une nouvelle structure qui va prendre son envol et a besoin de tout le monde. Pour une bonne implémentation de la décentralisation, sommet des 100 spécialistes en santé et sécurité du travail se fera assister par 2 vice-présidents, un secrétaire, 2 questeurs. Même si le nombre de conseillers n'est pas encore au grand complet, l'autorité de tutelle a instruit aux élus du jour de se mettre immédiatement au travail.
L'Ordre national des urbanistes du Cameroun à l'épreuve du développement des villes modernes. Le défi est d'autant plus grand que la profession est minée par des aventuriers et ceux-ci bénéficient des privilèges en haut lieu. Et le président de l'Ordre n'entend pas baisser la main. Le professeur Yim Gamoyo présidait ce jour la cérémonie de prestation de jeunes urbanistes arrivés en fin de formation. Marcelin Gansop, Emmanuel Job. Le défi est grand, celui qui consiste à redorer le blason de nos villes et à les inscrire dans la modernité. C'est un combat de longue haleine qui fait appel à une prise de conscience collective. Vous avez des Camerounais qui construisent n'importe où, n'importe quand et n'importe comment. Mais cela aussi se fait au vu et au su des autorités. Ce que je peux dire, c'est qu'il faut que les Camerounais sachent qu'il y a une loi et qu'il faut la respecter. Respecter en construisant selon les règles, en essayant d'avoir un permis de construire avant de construire, une autorisation. C'est la moindre des choses. Parce que en cas de pépin, vous perdez tout. Les enquêtes viennent, on s'aperçoit que vous n'avez pas de permis de construire. Vous n'êtes pas dédommagé. À ce défi s'ajoute un autre, et pas des moindres, la mise hors d'état de nuire. Des aventuriers qui ont pris la profession d'urbaniste en otage, avec la complicité de quelques longs bras. Ce sont des non-urbanistes qui arrivent à avoir des marchés de planification urbaine. L'ordre a déjà sévi à ce niveau. Nous avons interdit à certains bureaux d'études non qualifiés pour l'exercice de la profession d'urbanisme, mais nous apercevons qu'ils gagnent encore des marchés et ils exercent sans autorisation, mais avec la complicité de certaines personnalités bien placées. C'est dans ce contexte fait de nombreux défis que de jeunes loups font leur entrée dans la profession. Le serment d'exercer ma profession avec conscience, dignité, probité et honnêteté. Ces nouvelles énergies sont conscientes des défis qui les interpellent dans ce monde en constante mutation. Face aux nombreux enjeux du développement durable au Cameroun, je vais donner le meilleur de moi-même d'abord pour pouvoir être fidèle au serment que j'ai fait et pour pouvoir contribuer efficacement au développement urbain du Cameroun. L'Ordre national des urbanistes du Cameroun n'attend pas moins qu'une réelle implication de cette nouvelle cuvée dans la transformation positive des villes camerounaises. Les plus âgés comme nous avons de l'expérience. Ils ont la jeunesse, ils ont des potentialités. Seule la fusion entre les deux peut nous permettre d'améliorer le sort de nos villes. Et tout le monde est d'avis pour reconnaître que nos villes ne sont pas des lieux où, comme disait André-Marie Tala, j'irai à Yaoundé pour trouver mieux. La promotion baptisée André Fouda, du nom du premier bâtisseur de la ville de Yaoundé, est attendue au pied du mur de la mise en pratique et en musique des enseignements reçus pendant leur formation. L'actualité hors de nos frontières à présent en République centrafricaine, après les récentes attaques meurtrières enregistrées dans le pays et menées par des groupes rebelles qui cherchent à renverser le président réélu Faustin-Archange Touadéra. La présidence centrafricaine décrète l'état d'urgence de 15 jours à travers le pays. L'armée est déployée sur le terrain pour déloger ces groupes rebelles et l'ONU appelle à un renforcement des casques bleus déjà présents dans le pays. Et pendant ce temps, sur le continent africain, la deuxième vague de la pandémie de coronavirus, plus meurtrière que la première, inquiète des médecins. Le rendu de l'actualité internationale dans ce reportage d'Isabelle Carole Zopet. La République centrafricaine a décrété l'état d'urgence sur l'ensemble de son pays pour une durée de 15 jours à compter du 21 janvier 2021. Elle décrète cet état d'urgence face à une coalition de groupes armés qui cherchent à renverser le président réélu, Faustin-Archange Touadéra. Selon la présidence, il a été instauré pour permettre au gouvernement et à l'armée nationale d'élargir leur champ d'action, de procéder à des arrestations ou des interpellations sans aucune autorisation préalable du procureur de la République. Bref, pour faciliter les enquêtes en cours suite aux multiples attaques menées par les rebelles, de puissants groupes armés alliés qui ont lancé une offensive contre le président réélu. Cette lutte contre le pouvoir de Bangui a entraîné un mouvement important de départ dans les pays voisins, notamment en RDC, au Cameroun, au Tchad, surtout avec la prise de Bankasso par les rebelles et à leur offensive en périphérie de Bangui. Pendant ce temps, le taux de mortalité lié à la pandémie de coronavirus en Afrique ne cesse de grimper,
dépassant la moyenne mondiale selon le Centre de contrôle et de prévention des maladies de l'Union africaine. Parmi les 5 pays les plus touchés, l'Afrique du Sud s'arrache la part belle avec 41% des cas, suivi du Maroc, de la Tunisie, l'Égypte et enfin l'Éthiopie. Grosse inquiétude, cette deuxième vague de la pandémie est plus meurtrière que la première. Le taux de mortalité s'élève à 2,5% de cas recensés pour une moyenne mondiale qui s'établit à 2,2%. Pour le CDC, cette surmortalité est due à une accélération du nombre de cas de coronavirus détectés. Et cette note en sport avant la fin de ce journal. CHAN 2021, le Maroc et le Rwanda se neutralisent 0 but partout. Malgré une forte domination, le Maroc n'aura donc pas réussi à venir à bout du Rwanda au cours de cette rencontre, comptant pour la deuxième journée de phase de poule dans le groupe C. Donc à l'issue de cette rencontre, le Maroc occupe toujours la première place du classement avec 4 points, suivi du Rwanda avec 2 points et de l'Ouganda avec 1 point, ainsi que le Togo qui ferme avec 0 point. Donc en attendant l'issue de la rencontre entre le Togo et l'Ouganda. Fin de ce journal, mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention. Retrouvez dans un instant Serge Alain Auto et ses invités sur le plateau d'Equinox Soir pour le débrief du journal. Serge Alain. Voilà, crise anglophone, encore des jeunes qui ont décidé de rejoindre les centres DDR. Et ça se passe dans la région du sud-ouest, dans le village Ngoussi, à Tombel. C'est bien cela, Nadine? Effectivement. Voilà. Madame, monsieur, c'est dans l'essentiel. L'Equinox Soir, deuxième partie. Bonne soirée à vous, Nadine Yambou. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Bon week-end à vous. Bon week-end également. Rendez-vous vendredi 20h. Dans un instant, madame, monsieur, la suite. Equinox Soir. Sur le plateau Equinox Soir, deuxième partie, c'est le début du journal, toujours en compagnie de Dilian Kwen, Sissé Bamanga, Didier Imkwa et Joseph René Mboutouzé. Joseph René Mboutouzé, comme j'ai dit, des jeunes qui ont décidé une fois de plus de déposer des armes dans le cadre de cette crise, et le président de la République qui appelle là, depuis octobre 2018, dans tous ses discours,